Bonjour, ceci est la leçon 7 du cours Guerre et paix au Moyen-Orient. Nous avons vu dans les deux leçons précédentes quelles ont été les conséquences de la guerre pour les Arméniens d'abord et pour les Arabes ensuite, qui vivaient dans l'Empire ottoman avant le début de la guerre. Nous allons voir dans la présente leçon quelle est la situation pour les Turcs, qui ont été, dont les dirigeants politiques ont été les principaux responsables de l'entrée en guerre de l'Empire ottoman et de la catastrophe que ça a donné. Les Turcs ont été aussi, non pas les seuls soldats ottomans qui ont combattu dans cette guerre, mais qui ont été la majorité d'entre eux. Alors, je vous ai déjà décrit rapidement à la fin de la leçon 4 la situation de chaos social, de catastrophe dans laquelle se retrouve la population de l'Empire ottoman au moment de l'armistice de Mudros, donc qui marque la fin de la guerre mondiale pour l'Empire ottoman, le 30 octobre 1918. Je vous ai mentionné aussi que cet armistice prévoit la présence de troupes étrangères à Istanbul et d'inspecteurs militaires étrangers dans l'ensemble du pays pour contrôler le désarmement de l'armée. Alors, la fin de la Première Guerre mondiale va avoir un effet très paradoxal du point de vue des relations entre ces trois groupes ethniques ou nationaux, les Turcs, les Arabes et les Arméniens. Les Arméniens ont été les victimes encore plus que tous les autres. Les Arabes ont été les vainqueurs dans cette guerre. Ils ont cru combattre, enfin que certains d'entre eux ont combattu du côté des adversaires de l'Empire ottoman et ils font partie des vainqueurs en 1918. En 1919, je vous l'ai déjà dit, le Hedjaz, gouverné par Hussein, fait partie des signataires du traité de Versailles imposé à l'Allemagne au milieu de l'année 1919. Or, si on regarde la situation politique de ces différents peuples 5 ans après la fin de la guerre, les Arméniens n'ont rien obtenu en compensation en réparation des souffrances qu'ils ont connues pendant la guerre, et ils ont eu brièvement un petit État indépendant sur le territoire du sud de la Russie, au sud du Caucase, qui va perdre son indépendance à la fin de 1920. Les Arabes, qui ont cru être des vainqueurs, se retrouvent sous le double mandat des Britanniques en Irak et en Syrie, en Irak et en Palestine, et des Français en Syrie, et la Syrie se retrouve divisée d'une façon qui est inacceptable pour les habitants de l'époque, l'arabe, dont les leaders le disent dès ce moment-là. Les Arabes sont traités comme des vaincus, et après avoir cru qu'ils étaient des vainqueurs, alors que les Turcs, après être apparus comme les vaincus les plus lamentables dans cette guerre, après qu'on ait essayé de leur imposer un traité, le traité de Sèvres, dont je vais reparler dans quelques minutes, qui est le traité de loin le plus sévère imposé aux vaincus de la Première Guerre mondiale, beaucoup plus sévère que le traité de Versailles imposé à l'Allemagne, sans aucun doute. Et les Turcs, à partir de 1923, se retrouvent avec un État indépendant, respecté au plan international, etc., se retrouvent comme des gens qui n'ont pas perdu la guerre. Ce paradoxe de l'inversion de la situation des Arabes vainqueurs qui se retrouvent dans une situation de division et de perte d'indépendance, et les Turcs vaincus qui se retrouvent au contraire avec un État qui permet bien la nationalité turque d'être dominante sur un territoire et d'être beaucoup moins mal gouvernés qu'ils le seront après, beaucoup moins mal gouvernés, je crois que je vais avoir déjà eu l'occasion de vous le dire, après 1923, qu'ils l'étaient avant 1914. Alors il y a deux éléments
d'explication de cela. C'est l'explication par la situation internationale. Les pays qui avaient des ambitions impérialistes envers le territoire de la Turquie proprement dite, ce sont les Grecs, les Arméniens, les Russes surtout, la Russie, une grande puissance, mais la révolution de 1917 a retiré la Russie du jeu. La Russie n'est plus une menace pour ses voisins plus au sud. Et les Français un petit peu, les Italiens un petit peu. Pour les Français, c'est beaucoup moins important que la Syrie et le Liban à leurs yeux. Les Italiens sont faibles et sont très mal vus par les autres vainqueurs de la guerre qui trouvent leurs revendications très excessives. Et les Grecs et les Arméniens sont faibles. Donc les Turcs ont eu affaire à une menace impérialiste finalement assez faible, qu'ils sont arrivés à tenir un échec, alors que les Arabes, plus au sud, étaient face à des impérialismes beaucoup plus puissants, les Français et les Britanniques, et ne sont effectivement pas arrivés à tenir en échec l'impérialisme des Français et des Britanniques. Ça, c'est la première différence, c'est peut-être la plus importante pour expliquer le paradoxe du résultat, à la fois pour les Arabes et pour les Turcs. Un autre élément d'explication, c'est l'émergence dans la population turque d'une nouvelle classe dirigeante. Les classes dirigeantes précédentes ont été déconsidérées. Les jeunes Turcs ultranationalistes qui ont entraîné l'Empire ottoman dans cette guerre et qui s'enfuient en 1918 à bord d'un bateau allemand juste avant la signature de l'armistice, ils sont déconsidérés par l'échec absolument épouvantable de la politique qu'ils ont suivie. Et les dirigeants plus traditionnels qui reviennent au pouvoir juste au moment de l'armistice de Mudros pour accepter cet armistice, ils vont être déconsidérés par le fait que ils sont sous occupation des Britanniques principalement à Istanbul et ils sont obligés d'être soumis, ils ne peuvent avoir aucune autorité crédible aux yeux d'un grand nombre de gens. Un certain nombre de militaires qui jouent un rôle juste au moment de l'armistice de Mudros. Je vous ai déjà parlé d'Ismet qui accepte de devenir ministre de la Défense en 1918 à la fin de l'année pour essayer de limiter le gâchis humain que représente l'armée, la démobilisation de l'armée, le problème des prisonniers, etc. Ou un marin du nom de Raouf, qui est l'homme qui a signé l'armistice de Mudros et qui était comme Ismet, un homme au début de la trentaine. Ces deux hommes-là et d'autres vont se désolidariser très vite du gouvernement ottoman qui est sous occupation étrangère à Istanbul et rejoindre l'un d'entre eux, un certain Mustafa Kemal, qui est le plus vieux des dirigeants du mouvement de résistance qui va s'organiser à ce moment-là. Kemal a 37 ans en 1918, Raouf ou Ismet sont plus jeunes que lui. Et les autres collaborateurs principaux qu'il va avoir sont plus jeunes que lui, qui sont des militaires. Ce sont les officiers les moins incompétents de l'armée ottomane, ceux qui, pendant la guerre, se sont rendus compte qu'il fallait qu'ils se fassent confiance entre eux, parce qu'il y avait un nombre considérable d'officiers complètement nuls dans l'armée ottomane, bien évidemment. Eux, ils ont disparu. Ils ont été éliminés d'une façon ou d'une autre, parce qu'on s'est rendu compte qu'ils étaient incapables de faire quoi que ce soit, alors que Mustafa Kemal, c'est celui qui a commandé l'armée, les Turcs aux Dardanelles, pour résister à l'invasion britannique, néo-zélandaise et australienne. Les autres le reconnaissent un peu comme leur leader. Ces hommes ont souvent été des collaborateurs des jeunes Turcs. À partir de 1908, ils étaient des jeunes Turcs, eux aussi. Ils ont été marginalisés par les principaux dirigeants jeunes Turcs comme Enver ou Talat, dont je vous ai déjà parlé.
ils ont été marginalisés dans le cas de Mustafa Kemal parce que il passait son temps à leur expliquer à quel point ils étaient imprudents et à quel point ils allaient déclencher des catastrophes. Ah, donc il y a une nouvelle génération de dirigeants là qui vont se révéler assez efficaces pour diriger une armée, c'est leur métier, et un métier qu'ils sont démontré qu'ils étaient capables de faire comme il faut, et ils vont faire preuve d'une assez grande intelligence politique. Nous allons le voir. Je vous décrirai rapidement comment ça s'est passé. Alors, l'occupation par les vainqueurs apparaît comme inévitable. N'est-ce pas? Il n'y a pas de révolte immédiatement contre le fait qu'il y ait des soldats britanniques à Istanbul. La résistance à la situation créée par la défaite va commencer à partir de mai 1919. Le 15 mai 1919, des forces grecques débarquent à Izmir, donc en Asie, en Anatolie. Izmir, c'est le Smyrne en langage d'avant la création de la République de Turquie. Izmir, qui est un grand port sur la mer Égée, qui est une ville qui a une population où il y a énormément de Grecs, c'est-à-dire d'orthodoxes grecs. Il y a aussi beaucoup de musulmans, et il y a beaucoup et de Grecs et de musulmans dans toute la campagne, la campagne autour. Le débarquement, la Grèce est entrée dans la guerre tardivement, lorsque les Alliés ont occupé Salonique. Après, en 1916, lorsqu'ils ont évacué la presqu'île de Gallipoli, ils ont occupé Salonique de force, sans l'accord du gouvernement grec. Il a fallu traîner le gouvernement grec très fort pour le faire entrer dans la guerre. Et la Première Guerre mondiale, la Grèce joue un rôle très, très secondaire. Mais elle fait partie des vainqueurs. Elle a été l'alliée des vainqueurs, elle fait partie des vainqueurs. Les Grecs sont encouragés par les Britanniques, entre autres, pas seulement, à débarquer à Izmir pour embêter les Italiens. C'est une histoire lamentable, mais elle illustre, je dirais, l'irresponsabilité des dirigeants de l'époque et leur inconscience des conséquences humaines que peuvent avoir leurs décisions. Et je crois que le Moyen-Orient reste une région du monde où beaucoup de décisions des grandes puissances extérieures sont prises avec la même irresponsabilité. L'invasion américaine de l'Irak en 2003 étant une très bonne illustration de cette idée. On ne se demande pas qu'est-ce que ça va donner sur le terrain. On ne se demande pas combien de victimes ça va faire dans le pays dont on essaie de décider du sort alors qu'on n'y connaît rien. Pourquoi les Grecs débarquent à Izmir? Pourquoi les Britanniques, accessoirement les Français ou les Américains, qui sont à Paris en train de négocier à ce moment-là les traités de paix? On est en mai 1919, il n'y a encore aucun traité qui a été signé en pleine conférence de Paris. Et le problème, c'est d'embêter les Italiens. Les Italiens, on leur avait promis, en 1916, au moment de leur entrée en guerre, on leur avait promis de leur donner des possessions très importantes en Asie mineure, dont Izmir. Et il n'y a pas d'Italiens à Izmir, quelques visiteurs accidentels, alors qu'il y a une population grecque importante à Izmir. Ce qui fait que, du point de vue du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, l'idée de donner Izmir aux Italiens, ça n'a aucun sens. Et les Italiens disaient, vous nous l'avez promis, donc vous devez nous le donner. Et puis Wilson disait, moi j'ai rien promis du tout, je ne suis pas engagé, je vous l'ai dit, par toutes les choses que vous avez négociées entre vous pendant la guerre, je suis seulement associé et non pas allié. Vous vous souvenez de cette distinction? Et puis les Britanniques et les Français avaient un bon argument de dire aux Italiens, écoutez, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, maintenant on est obligé d'en tenir compte, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ça ne permet pas à l'Italie d'annexer Izmir. Alors que pour les Grecs, c'est pas absurde complètement. Pas que Izmir est une ville, je n'ai pas de statistiques démographiques précises, mais si les Grecs étaient la moitié de la population d'Izmir à ce moment-là, ou même un peu plus, ou un peu moins que la moitié, c'est tout à fait probable. Et donc il peut y avoir une justification
du point de vue du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, pour que les Grecs occupent Izmir. Et donc les Grecs occupent Izmir pour empêcher les Italiens d'y aller, et aussi pour embêter les Italiens. Les Italiens sont perpétuellement en train de demander des choses à Paris que les autres ne veulent pas leur accepter, leur accorder. Le problème, évidemment, c'est que dès que les soldats grecs ont débarqué à Izmir, soit eux, les soldats grecs, soit les civils grecs de Izmir, qui veulent que cette ville reste grecque et soit éventuellement rattachée à la Grèce. Nous verrons que le problème va se poser vraiment. Qu'est-ce qu'ils commencent à faire? Ils commencent à faire du nettoyage ethnique contre les musulmans, à la fois à Izmir, dans la ville, et surtout dans la campagne autour, où il y a des populations musulmanes et des populations grecques dans des villages voisins. Et donc, on commence à maltraiter la population musulmane, ou même à la massacrer à certains endroits, pour la faire fuir. Cette situation a été décrite dans un livre qui est excellent et que j'ai mis dans la bibliographie du cours. C'est un livre de Toynbee, The Western Question in Greece and Turkey. Je vous raconte en quelques minutes l'histoire du rôle de Toynbee dans cette affaire. Elle est intéressante. Toynbee était un des conseillers du gouvernement britannique pour savoir qu'est-ce qu'on fait avec l'Empire ottoman, et il était à Istanbul en train d'enquêter lorsque commencent à arriver à Istanbul des rumeurs, donc on est au mois de juin ou au mois de juillet 1919, des rumeurs sur la façon dont les Grecs à Izmir sont en train de maltraiter la population musulmane. Et à ce moment-là, un certain nombre de Turcs avec qui Toynbee est en contact à Istanbul, qui savent que Toynbee a été l'auteur du livre publié en 1916 pour dénoncer les mauvais traitements contre les Arméniens, au moment de la déportation des Arméniens. Et Toynbee raconte dans son livre que ses interlocuteurs turcs là, lui disent « Évidemment, là maintenant c'est des musulmans qui sont maltraités par des chrétiens, donc ça ne vous dérange pas. » Et Toynbee leur répond « Si, au contraire, ça me dérange. » Et il accompagne une mission du Croissant Rouge ottoman dans la zone d'occupation grecque autour de Izmir pour enquêter sur les massacres ou les mauvais traitements de la population musulmane par les Grecs. Alors, sa présence était utile parce que ces membres du Croissant Rouge, c'était des Turcs, pour qui les soldats grecs étaient évidemment très dangereux, mais le fait d'avoir cet Anglais, déjà presque célèbre à ce moment-là, qui accompagne cette mission du Croissant Rouge ottoman, évidemment ça les protège. Donc ils sont contents que Toynbee aille avec eux, et Toynbee, observant la situation sur le terrain, décrit comment ça marche, le nettoyage ethnique. Il n'utilise pas cette expression, elle ne sera inventée dans les pays en anglais ou en français que beaucoup plus tard, je vous l'ai déjà dit. Mais c'est exactement cela qu'il décrit, avec notamment, on est le plus brutal possible avec un certain nombre de gens pour faire fuir les autres, pour faire peur aux autres. Quand on a commis une atrocité, on se vante de l'atrocité qu'on a commise. Et quand l'observateur anglais arrive et pose des questions, alors là, on cherche des excuses. On dit, oui, c'est une bavure, c'est des soldats qui ne contrôlaient pas. D'ailleurs, ces civils les ont attaqués, et c'est pour ça qu'ils les ont brutalisés ensuite. C'est quelque chose qu'on va observer un nombre de fois considérable, qu'on continue à observer en Bosnie-Herzégovine à la fin du XXe siècle, au moment du démembrement de la Yougoslavie. Le nettoyage ethnique n'est pas un accident, c'est une politique délibérée. La brutalité, elle doit être visible pour faire fuir les gens qu'on veut faire fuir. Et quand on est obligé il y a des gens, des observateurs étrangers qui viennent fourrer leur nez là-dedans, alors là on trouve plein d'excuses de dire non, c'est pas vraiment, c'est juste un accident. C'est des soldats qui étaient furieux pour une raison ou pour une autre et qui ont voulu se venger. Les récits des situations de nettoyage ethnique comportent toujours cet élément de mise en scène, et Toynbee décrit cela
Parfaitement. Si un jour vous avez à faire un travail sur le nettoyage ethnique dans un autre cours, sachez que le livre fondamental à lire là-dessus pour comprendre comment ça marche, c'est le livre d'Arnold Toynbee, The Western Question in Greece and Turkey. Bon, évidemment, le débarquement grec à Izmir fait escalader la volonté de résistance des Turcs. Pas que les Turcs se mettent à penser que leur défaite dans la guerre, c'est quelque chose qui peut avoir des conséquences très très graves. La présence des soldats anglais à Istanbul, on sait qu'ils vont repartir, alors que les Grecs à Izmir, c'est évidemment pas une occupation temporaire, c'est quelque chose qui risque de priver le pays d'une partie de son territoire et surtout avoir des conséquences graves pour la population directement concernée. Mustafa Kemal, qui était à Istanbul et qui continuait à donner des conseils à plein de gens et qui fatiguait les gens en leur donnant des conseils, se fait envoyer par le gouvernement dans l'est de l'Anatolie avec le titre d'inspecteur militaire pour superviser le désarmement de l'armée. Donc il prend le bateau sur la mer Noire et il voyage jusqu'à un port qui s'appelle Samsun, pas d'importance, qui se retrouve dans l'est de l'Anatolie, et il va rejoindre les officiers qui continuent à essayer de contrôler ce qui reste d'armée turque à cet endroit-là. C'est l'endroit où il continue à y avoir des forces armées non négligeables. C'est pour ça qu'il faut envoyer quelqu'un pour les démobiliser. Et dès qu'il est arrivé là, il ne cherche pas à les démobiliser, il cherche à les réorganiser et à créer un mouvement politique de résistance. Ce mouvement politique de résistance, donc formé à la fois de militaires et d'un certain nombre de civils, tient un congrès à Erzurum, qui est une ville très à l'est de la Turquie, une petite ville d'ailleurs pas très importante, qui adopte ce congrès en juillet 1919, adopte un pacte national qui définit quelles doivent être les frontières de la Turquie indépendante de l'avenir et que cette Turquie doit être un État complètement indépendant, que toutes les infractions à l'indépendance du pays sont inacceptables. Alors, le congrès d'Erzurum déclare que les frontières de la Turquie en Europe doivent être les frontières qu'avait l'Empire ottoman avant la guerre, c'est-à-dire les frontières qui sont les frontières de la Turquie en Europe aujourd'hui, et que au sud, face aux Arabes, la frontière doit correspondre à la ligne atteinte par les forces britanniques en 1918, au moment de l'armistice de Mudros. Donc, il y a évidemment une incertitude sur où passe exactement cette limite, mais je vous ai dit dans une leçon précédente, dans la dernière leçon, la leçon précédente, que à partir de 1919, c'est clair qu'il n'y a plus de revendication des Turcs sur tout le sud de l'Empire ottoman. Et c'est ce congrès d'Erzurum qui veut dire cela. Le sultan à Istanbul, il est totalement incapable de donner son avis sur n'importe quoi. Ceux qui ont un tout petit peu de pouvoir, et nous savons qu'ils en auront beaucoup dans l'avenir, reconnaissent dès juillet 1919 que les provinces arabes, elles font ce qu'elles veulent. Elles auront leur propre sort, que ça ne regarde plus l'Empire ottoman. La logique d'un homme comme Mustafa Kemal, c'est l'idée que l'Empire ottoman n'était pas une bonne chose pour les Turcs, que les Turcs étaient les soldats de l'Empire ottoman, condamnés à être soldats tout le temps pour défendre cet empire tellement difficile à maintenir, et que pour faire une nation turque indépendante, il fallait libérer la nation turque des Arabes. Non pas parce que c'était la faute des Arabes, mais qu'il fallait laisser les Arabes se débrouiller par eux-mêmes. En novembre 1919, le gouvernement ottoman légal à Istanbul organise des élections pour élire un nouveau parlement. Il y a de presque vraies élections dans l'Empire ottoman depuis 1908, je vous l'ai dit, et pendant la guerre, il n'y en a pas eu évidemment, donc il faut renouveler ce Parlement, et ce Parlement, il est élu en novembre
1919, ce sont des nationalistes qui gagnent, presque, il n'y a pas de parti politique organisé, mais ce sont des nationalistes turcs qui gagnent presque partout et qui vont s'opposer à la politique qu'essaie de faire le gouvernement du sultan parce que les Britanniques qui occupent la ville d'Istanbul lui disent ce qu'il faut faire. Donc le conflit prend entre le Parlement et les Anglais, par intermédiaire du sultan, et les Britanniques renforcent leur position militaire dans la ville d'Istanbul, exigent du sultan la dissolution du Parlement et essaient d'arrêter un certain nombre de parlementaires. Ils vont en arrêter certains qui vont rester en prison jusqu'en 1923, et la plupart des députés les plus nationalistes s'échappent, traversent le Bosphore et vont rejoindre le mouvement de résistance dirigé déjà par Mustafa Kemal dans l'est du pays. Et celui-ci réunit ses députés dans la ville d'Ankara, qui est une assez petite ville dans le centre de la Turquie à ce moment-là, la Turquie d'Asie, et il la baptise la Grande Assemblée nationale, pas pour lui donner un air brillant. On va organiser des élections à certains endroits pour remplacer les députés qui ont été emprisonnés par les Britanniques ou qui ne sont pas arrivés à s'échapper. Bref, il y a un parlement qui sera le premier parlement de la République de Turquie, mais qui est le dernier parlement de l'Empire ottoman, qui siège à Ankara. À partir de à partir d'avril 1920, et qui est la base de légitimité de ce qui devient en fait un deuxième gouvernement. La Turquie se retrouve avec deux gouvernements. Le gouvernement du sultan à Istanbul, le gouvernement nationaliste dont le siège se trouve à Ankara. Et il y a une guerre civile pour contrôler le territoire entre les partisans du sultan et les forces nationalistes. Ces forces nationalistes, elles ont aussi une guerre contre les Français en Cilicie. Vous vous souvenez que les accords Sykes-Picot avaient accordé une zone très très importante aux Français sur le territoire de ce qui est la Turquie d'aujourd'hui. Il va y avoir des combats à cet endroit-là. Les Français vont avoir l'idée désastreuse, comme il manque de soldats, de recruter des Arméniens qui vivent encore dans cette région pour les faire combattre sous le drapeau français, pour essayer de séparer ce territoire de la Turquie. Les Français n'ont pas des forces suffisantes, ils vont perdre, et très vite le gouvernement français va se rendre compte que ça ne sert à rien d'essayer de s'opposer à ces nationalistes turcs et va accepter un armistice en mai 1920. À partir de mai 1920, il y a aussi une guerre contre l'Arménie. Il y a une Arménie indépendante sur le territoire de ce qui était la Russie avant la guerre, sur une toute petite partie dans le Caucase. Il y a 3 États, n'est-ce pas ? L'Azerbaïdjan, l'Arménie, la Géorgie. C'est l'Arménie la plus faible et la plus mal placée. L'Arménie a une frontière avec le territoire dont Mustafa Kemal est en train de prendre le contrôle. Il prend le contrôle de tout ce qui est l'Est de la Turquie. Il y a quelques Britanniques à cet endroit-là. D'ailleurs, l'un d'entre eux, qui est un personnage très intéressant, qui s'appelle Rawlinson, qui est l'auteur d'un livre intitulé Adventures in the Near East, qui est un livre publié en 1923. Rawlinson avait été envoyé là pour superviser le désarmement de l'armée. Alors, il ne peut pas désarmer grand-chose, et il est en avril 1920, lorsque les Britanniques arrêtent un certain nombre de dirigeants turcs à Istanbul et vont les déporter à Malte, des prisonniers à Malte, prisonniers turcs à Malte, des Anglais, prisonniers qui ne seront libérés qu'en 1922 ou en 1923, et Rawlinson, en représailles, devient prisonnier des Turcs et va être libéré lui aussi par un échange en 1922 ou 1923. Et cet homme qui a passé un très très mauvais moment entre 1920 et la fin de 1922 le titre du livre dit 1918-1923, donc ce doit être 1923,
libération de Rawlinson. Il observe ce qui se passe autour de lui. Il a des contacts par des missionnaires américains qui sont neutres et avec qui il peut avoir des contacts pour leur faire passer des informations au gouvernement britannique, et des informations notamment dans lesquelles il leur dit ce mouvement nationaliste organisé par Mustafa Kemal dans l'est de la Turquie, il a un soutien populaire très très grand et ils sont efficaces militairement. Il y a à Londres, au début de 1920, l'idée que c'est quelques bandits dans les montagnes et que ça va s'arrêter très très vite. Il est un de ceux qui est capable d'observer ça intelligemment, même s'il est en prison. Mais on le laissait sortir, peut-être pour des raisons religieuses, on le laissait aller rencontrer les missionnaires le dimanche, ou des choses comme ça. Donc, il y a un territoire là, qui est contrôlé par le mouvement nationaliste turc, qui a une frontière non définie avec l'Arménie, donc une guerre avec l'Arménie pour savoir où va se trouver cette frontière. Cette guerre, les Turcs la gagnent une fois de plus. Ils ont déjà gagné une guerre contre l'Arménie en 1918. Ils la gagnent de nouveau. L'Arménie n'a aucune chance face à une armée turque beaucoup plus nombreuse et commandée par des gens assez compétents. Ça va conduire à un traité avec l'Arménie, un traité de paix avec l'Arménie qui est signé en décembre 1920, juste avant que l'Arménie soit absorbée par l'URSS, et le traité va être renouvelé ensuite avec, bon, ça s'appelle pas encore l'URSS, c'est la Russie bolchevique, ou communiste, ou soviétique. Là, ça prendra le nom d'URSS à la fin de l'année 1922. Donc en 1920, ce n'est pas encore l'URSS, mais c'est déjà la Russie gouvernée par les communistes. Un traité va être signé à Kars en octobre 1921 qui confirme le tracé frontalier de la frontière tel que déterminé par le traité d'Alexandropol en 1920. Et que cette frontière, elle est un peu plus à l'est que la frontière qu'avait la Russie avec l'Empire ottoman en 1914, et notamment la ville de Kars, qui était en Russie en 1914, qui est en Turquie à partir de 1920 et qui est toujours en Turquie aujourd'hui. Le conflit avec l'Arménie, il finit de déterminer la frontière entre ce qui sera l'URSS et ce qui sera la République de Turquie, qui n'est pas encore la République de Turquie, c'est seulement le mouvement nationaliste turc. L'évolution de la situation de l'autre côté va être aggravée énormément par le traité de Sèvres. Les vainqueurs qui négocient les traités entre eux sans en parler au gouvernement concerné. Ça a été vrai du traité de Versailles, ça a été vrai de tous les autres traités. On négocie les traités entre nous et quand on s'est mis d'accord, c'est quelquefois très long, on présente le traité au pays qui est concerné par le traité, soit l'Allemagne, soit ensuite l'Autriche, l'Hongrie, la Bulgarie et enfin l'Empire ottoman. Et on leur présente en leur disant voilà, c'est ici qu'il faut signer. Il n'est pas question de négocier. Alors le sultan est épouvanté par ce qu'on lui propose et ça va lui prendre 2 mois pour se décider à signer. Il va finir par se décider à signer. Mais les clauses du traité de Sèvres, elles sont connues à partir de juin 1920. Alors je vous les décris rapidement. Le traité de Sèvres ne sera pas appliqué finalement, mais ça vaut la peine parce que c'est illustratif de la mentalité des vainqueurs de l'époque. Je vous montre la carte et j'ai besoin d'un double parce que je ne la vois pas sur l'écran pendant que je suis en train de vous parler. Alors, sur la carte que vous avez là, première remarque, les noms des villes sont les noms qu'on leur donnait en Occident à l'époque, c'est-à-dire Constantinople et non pas Istanbul, Smyrne et non pas Izmir, Angora et non pas Ankara. Donc, je n'ai pas trouvé de carte avec les noms turcs d'aujourd'hui. Mais comme je parle d'une époque où ces noms étaient utilisés au plan international. Alors, nous regardons rapidement cette carte et les couleurs. Alors, il y a d'abord des territoires qui sont séparés
complètement de l'Empire ottoman. Continue à y avoir un Empire ottoman théorique, mais il y a des territoires complètement séparés de l'Empire ottoman. Alors, la Syrie et l'Irak, que vous voyez au sud, la Syrie en violet, l'Irak en rose, parce que la Syrie, ça va être du mandat français et l'Irak du mandat britannique. Et puis, il y a ce qui est en jaune autour de Izmir ou Smyrne, qui va être annexé à la Grèce, et toute la Turquie d'Europe, qui va être annexée aussi à la Grèce, à l'exception de la ville d'Istanbul. La ville d'Istanbul reste la capitale de l'Empire ottoman, mais elle n'a plus du tout de pays autour. C'est juste une petite péninsule là, au bord du Bosphore. Et à l'est, en couleur bleue, vous avez le territoire qui doit être attribué à l'Arménie, c'est-à-dire beaucoup plus grand que le petit État d'Arménie qui, au moment où est annoncé le traité de Sèvres, en juin 20, il y a toujours une Arménie indépendante. Le traité d'Alexandropol, dont je vous parlais tout à l'heure, ne sera signé qu'en décembre, et l'Arménie ne perdra son indépendance en étant réabsorbée par la Russie communiste qu'à la fin du mois de décembre 1920. Et donc il doit y avoir une grande Arménie là, dans ce qui était l'Est de l'Empire ottoman avant la guerre et ce qui est l'Est de la Turquie aujourd'hui. Ensuite, vous avez un Kurdistan autonome qui doit faire partie de l'Empire ottoman. C'est ce qui est marqué en jaune foncé sur la carte, vous le voyez. Kurdistan qui n'est pas déclaré indépendant, qui est autonome mais qui devrait pouvoir devenir indépendant bientôt. Et puis il y a des sphères d'influence, une sphère d'influence française, vous voyez, très très grande qui va jusqu'à Adana et Chivas et qui inclut la majeure partie de ce Kurdistan autonome qui est entouré d'un liseré violet et une sphère d'influence italienne entourée d'un liseré vert, pas sur tout le sud-ouest de la Turquie, tout autour de la zone grecque là, de Izmir ou Smyrne. Et puis enfin, il y a une commission des détroits qui est créée pour réglementer le passage de la navigation dans les détroits. Cette commission internationale des détroits, qui a son siège à Istanbul, le gouvernement ottoman n'en est pas membre, et cette autorité cette commission pour garantir la liberté de navigation dans les détroits contrôle tout le littoral des détroits et de la mer de Marmara. C'est ce qui est marqué par des hachures rouges qui sont principalement sur le territoire qui reste en théorie à l'Empire ottoman et en partie sur une partie du territoire qui est attribuée à la Grèce du côté européen. Sur ce territoire, la commission des détroits aura une force de police pour contrôler la sécurité sur ce territoire. Et le reste, c'est l'Empire ottoman. Alors l'Empire ottoman, il a une capitale qui n'est même pas indépendante puisqu'elle est contrôlée par cette commission des détroits et elle a un territoire presque indépendant pour ce qui, en Anatolie, sur le littoral de la mer Noire et l'intérieur du pays, avec justement la ville d'Angora au milieu, mais qui n'est pas du tout considérée comme une capitale à ce moment-là, où il n'y aura pas ni de sphère d'influence, ni d'occupation étrangère. Et puis, un territoire ottoman, mais qui est soumis aux règles de la sphère d'influence italienne ou française, donc vous vous retrouvez avec ce tout petit territoire prétendument indépendant, mais qui en fait ne l'est pas, parce que
bon, il y a des règles de désarmement et de limitation des armements, comme dans le traité de Versailles pour l'Allemagne, avec bien sûr un niveau d'armement beaucoup plus bas que celui qui a été autorisé pour l'Allemagne. Les capitulations, c'est-à-dire le droit des étrangers de ne pas être jugés par les tribunaux du pays. Vous vous souvenez que ça a été aboli en 1914. Lorsque les Britanniques arrivent à Istanbul en 1918, ils rétablissent, ils déclarent que l'abolition des capitulations de 1914 n'est pas légale et que donc, dans les territoires, là où ils contrôlent la situation, dans la ville d'Istanbul, ils rétablissent un régime de capitulation. Et le traité de Sèvres est supposé rétablir les capitulations sur tout le territoire de l'Empire ottoman, sphère d'influence ou pas, et d'étendre ces capitulations à tous les vainqueurs de la guerre, pas seulement aux pays qui en bénéficiaient avant 1914. Et enfin, il faut régler le problème de la dette ottomane. L'Empire ottoman avait une dette très importante, j'ai déjà fait allusion, mais l'Empire ottoman était un très grand territoire avant 1912, il allait jusqu'à la mer Adriatique en Europe, et il allait jusqu'à l'océan Indien, au Yémen, et puis sur le golfe Persique, et tout d'un coup, on se retrouve avec un empire ottoman beaucoup plus petit, avec dans les sphères d'influence, presque sûrement, il va pouvoir prélever d'impôts, etc. Et que ce tout petit territoire misérable, là, se fait imputer la responsabilité de rembourser toute la dette du grand empire qu'on vient de démembrer. L'épouvante du sultan et de son gouvernement quand on leur propose de signer ça, et le fait qu'ils signent parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, et l'effet que ça a sur la population dans le reste du pays, c'est-à-dire en Anatolie, là où les Britanniques ne contrôlent pas la situation, là où certaines régions étaient contrôlées encore par des administrateurs qui obéissaient au gouvernement du sultan, et puis la majeure partie du territoire, jusqu'à Ankara, maintenant Ankara est contrôlée par les nationalistes. Donc la guerre civile entre partisans du sultan et nationalistes s'amplifie évidemment, et dès l'annonce, avant même la signature du traité par le sultan, les forces nationalistes turques approchent des détroits. Et les Britanniques, qui sont les principaux décideurs dans toute cette affaire, les Britanniques ont un problème, c'est est-ce qu'il va falloir envoyer des forces militaires importantes dans cette région, ou est-ce qu'il y a un risque que les Turcs reprennent Istanbul aux Anglais? Et ils vont consulter leur allié principal en Europe, les Français, pour leur dire est-ce que vous voulez y aller avec nous? Et les Français répondent, vous savez que pour y aller, il faudrait remobiliser une partie de notre armée et probablement de votre armée. Alors on est au printemps 1920 et la population en France et en Angleterre n'imaginerait pas d'accepter après la guerre contre l'Allemagne dont ils sont sortis et qui a été une guerre tellement dure pour les populations et pour les soldats, l'idée qu'on va mobiliser de nouveau les gens pour aller faire les guerres aux Turcs apparaît comme quelque chose de complètement impossible. Alors les Britanniques vont utiliser une autre solution. Ils vont expliquer aux Grecs qu'ils sont un des principaux bénéficiaires du traité de Sèvres et que pour que le traité de Sèvres puisse être appliqué, il faut détruire ce mouvement nationaliste qui contrôle maintenant la majeure partie du territoire de ce qui va devenir la Turquie et qui empêche le gouvernement du sultan, même si le gouvernement du sultan accepte, ça ne donne rien. Hein. Il faut détruire le mouvement nationaliste pour pouvoir appliquer le traité de Sèvres, et comme les Grecs sont déjà là, puisqu'ils sont à Izmir. Hein, donc les Britanniques et, il faut dire, les Français, les Américains, ont accepté l'irresponsabilité du débarquement grec à Izmir en 1919. Les Britanniques, et principalement eux, vont commettre la deuxième irresponsabilité d'encourager les Grecs à envahir l'intérieur de la Turquie pour détruire le mouvement nationaliste. Alors, c'est une guerre que les Grecs ne pouvaient pas gagner
Hein. Ils s'en sont rendus compte après coup. Ça semblait avantageux. Ils avaient une armée qui, en théorie, était mieux équipée que l'armée turque. Ils avaient la croyance qu'ils auraient le soutien des Britanniques qui les encourageaient à y aller. Et ils ont cette base importante à Izmir, pas où ils occupent déjà un territoire qui correspond à peu près à ce que vous aviez en jaune sur la carte tout à l'heure. C'est-à-dire pas seulement la ville d'Izmir, qui est un port important, c'est facile de venir en bateau de Grèce pour débarquer des troupes, et contrôle un territoire assez sérieux autour. Donc à partir de ce territoire, ils se lancent à l'offensive contre les Turcs. Cette offensive va être retardée dans 2 batailles qui ont lieu dans un lieu qui s'appelle İnönü. Le général qui commandait les troupes turques à cet endroit-là, c'est İsmet, dont nous avons déjà parlé. Les Turcs ont réglé leurs problèmes avec les Français. Les Français vont se dissocier tout à fait des Britanniques dans cette affaire et vont penser que finalement, pour l'avenir, c'est plus avantageux d'aider les Turcs que d'aider les Grecs dans cette affaire. Et surtout, les Russes. Les Russes communistes, leur but, c'est que les Anglais partent d'Istanbul. La révolution bolchevique a été attaquée par le sud, elle a été attaquée à partir de la mer Noire. Il y avait ce qu'on appelait des Russes blancs, pas des Russes anticommunistes, généralement des généraux et des soldats qui combattaient. Il y en a eu en Sibérie, il y en a eu au nord à Mourmansk, il y en a eu dans la région du Caucase, et il y en a eu autour de la mer Noire, au nord de la mer Noire. Et tous ces gens-là recevaient de l'aide des puissances capitalistes et impérialistes. Et la préoccupation des communistes, c'est que les Britanniques cessent de contrôler la région des détroits. Et ils pensent qu'une Turquie indépendante est la meilleure garantie de leur sécurité dans cette région. La Russie communiste, au début de son existence, va être, pour les Turcs et pour les Iraniens, un voisin beaucoup moins dangereux que l'était la Russie des tsars dans le passé. Ça va changer pendant la Deuxième Guerre mondiale, nous le verrons plus tard. Donc les Turcs reçoivent des armes de plus en plus, principalement de Russie soviétique. Les Grecs avancent très loin dans le territoire de la Turquie, ils vont arriver presque à Ankara. Ils vont être bloqués avant d'arriver à Ankara, dans une grande bataille sur une rivière qui s'appelle Sakarya. On parle de la bataille de la Sakarya dans l'histoire de la Turquie, qui est une bataille qui dure 3 jours, une bataille très, très difficile, où l'armée grecque se fait vaincre par les Turcs. C'était inévitable. Plus ils s'éloignent de leur base de départ, plus ils s'affaiblissent. La Grèce est moins peuplée que la Turquie. L'écart n'est pas aussi grand qu'aujourd'hui, puisque la Turquie a eu beaucoup plus de croissance démographique au cours du XXe siècle que la Grèce. Mais la Turquie est déjà à l'époque 2 ou 3 fois plus peuplée que la Grèce. Et surtout, donc ils peuvent avoir plus de soldats, et surtout ils ont des officiers plus expérimentés. Ce sont des gens, alors que l'armée grecque n'a pas combattu presque pas dans la première Guerre mondiale, elle n'a aucun rôle. C'est une armée inexpérimentée qui envahit la Turquie face à des militaires en face, qui connaissent très très bien leur métier, qui sont dans leur propre pays, qui se renforcent à mesure qu'ils reculent, alors que les Grecs s'affaiblissent à mesure qu'ils avancent. Les Grecs n'ont jamais eu la moindre chance de prendre Ankara. S'ils avaient pris Ankara, c'est pas ça qui aurait détruit le mouvement nationaliste. Il aurait fallu qu'ils aillent plus loin. Et ils ne seraient jamais arrivés. Quand on regarde ça après coup, les Grecs se sont embarqués dans cette guerre par inconscience, sans se rendre compte qu'ils pouvaient gagner, qu'ils ne pouvaient pas gagner, et les Britanniques les ont engagés dans cette affaire par irresponsabilité complète. Et donc, après la bataille de la Sakarya, les Turcs vont contre-attaquer et ils reprennent Izmir en septembre ou octobre 1922. Ils approchent des détroits et les Britanniques sont de nouveau face au problème que
les Turcs risquent de prendre Istanbul, ils risquent de traverser quelque part aux Dardanelles, au Bosphore, et de chasser les forces britanniques qui sont à cet endroit. Alors, les Britanniques savent qu'il ne faut surtout plus demander aux Français. Ils vont demander à leurs alliés les plus fidèles qu'est-ce qu'il faut faire. Ce n'est pas important pour l'histoire du Moyen-Orient, mais c'est important pour l'histoire du Canada. Ce que je veux vous dire là maintenant, les Britanniques demandent à leurs 4 alliés les plus proches, est-ce que vous êtes prêts à nous donner des soldats pour aller combattre les Turcs et défendre Istanbul contre les Turcs? Et ils demandent donc au Canada, à l'Australie, à la Nouvelle-Zélande et à Terre-Neuve. Terre-Neuve qui est encore une colonie qui ne fait pas partie du Canada à ce moment-là. C'est un gouvernement colonial indépendant. Et c'est intéressant parce que les deux petits, Terre-Neuve et Nouvelle-Zélande, ont répondu oui. Ce sont les deux pays qui ont le plus besoin de la protection de la métropole. Et les deux assez grands, l'Australie et le Canada, ont répondu non, on ne veut pas s'engager dans une guerre à cet endroit-là. C'est la première fois que le Canada a refusé de fournir des soldats pour participer à une guerre éventuelle qu'aurait conduit la Grande-Bretagne. C'est important dans les étapes vers l'indépendance du Canada. L'automne 1922, lorsque les Britanniques ont demandé au Canada de participer à une guerre contre la Turquie. Les diplomates britanniques raisonnables, comprenant que ça n'a aucun sens de s'embarquer dans une guerre tout seul contre la Turquie à ce moment-là, à cet endroit-là, organisent une conférence internationale. Ils disent on va faire une conférence à Lausanne, en Suisse, pour régler ce problème et on va inviter tous les gouvernements concernés. Et ils invitent les Grecs, ils invitent les autres pays qui ont été en guerre contre l'Empire ottoman, les Français, les Yougoslaves, c'est l'ancienne Serbie, l'Italie, le Japon va être là et va signer le traité de Lausanne en 1923. Ils invitent aussi les deux gouvernements turcs, le gouvernement du sultan et le gouvernement de Mustafa Kemal, avec son siège provisoire à Ankara. Et Kemal va utiliser ça pour résoudre un des problèmes qu'il avait avec ses propres partisans. Kemal a des objectifs politiques beaucoup plus audacieux que la plupart des gens qui le suivent. Et notamment, beaucoup d'entre eux pensent qu'on va établir une monarchie constitutionnelle avec le sultan à la tête de l'État. Ils n'imaginent pas de faire une république. Et lorsque les Britanniques envoient les invitations aux deux gouvernements, Kemal explique à ses collaborateurs que s'il y a deux gouvernements turcs à négociation à Lausanne, les autres vont utiliser perpétuellement la division entre les deux gouvernements turcs pour obtenir des avantages. Que donc il faut qu'il y ait un seul gouvernement turc. Et le gouvernement turc compétent, ça ne peut pas être le gouvernement du sultan, ça doit être nous, dit-il, bien évidemment. Et le gouvernement, donc les Turcs, décident l'abolition du sultanat, qui est donc aboli en 1922. La République ne sera proclamée officiellement qu'un an plus tard, en 1923. Mais en fait, à partir de la fin de 1922, la Turquie est une république. Et Kemal, donc devenu le seul gouvernement de la Turquie, envoie une délégation à Lausanne pour négocier le traité. Le chef de la délégation, ça va être İsmet, toujours lui, qui va être le négociateur turc du traité de Lausanne. Alors, à la conférence de Lausanne, il se passe deux choses successives que souvent les auteurs confondent. Il y a eu d'abord la décision de réaliser un échange de population entre la Grèce et la Turquie. Dans beaucoup de livres, les auteurs croient que c'est le traité de Lausanne qui a décidé ça. Ça n'est pas dans le traité. C'est quelque chose qui avait été décidé avant, par la délégation grecque et la délégation turque se réunissant
séparément. Enfin, c'est une négociation séparée. Ça va obliger 190 000 Grecs qui n'avaient pas encore fui le territoire de la Turquie. Parce que au moment de la contre-attaque des Turcs vers Izmir, énormément de Grecs vont fuir. Pareil, au moment de la prise d'Izmir par les Turcs, ça va se passer très mal. La ville va être incendiée. Il y a toute une polémique sur qui a mis le feu vraiment. Et la population grecque d'Izmir s'enfuit dans des conditions catastrophiques. C'est clair que lorsque les Grecs sont venus en 1919, ils ont essayé de faire du nettoyage ethnique contre les Turcs. Lorsque les Turcs reviennent en 1922, ils font du nettoyage ethnique contre les Grecs. C'est un jeu qui se joue toujours dans les deux sens. Et donc il y a déjà énormément de réfugiés en Grèce qui ont fui la Turquie. Il va y en avoir 190 000 de plus qui vont être expulsés de Turquie et accueillis en Grèce, au nom d'un accord entre les deux gouvernements. Et il y aura 350 000 Turcs, c'est-à-dire des musulmans, qui vivaient en Grèce et qui sont expulsés vers la Turquie. Ces Turcs, très souvent, parlaient le grec. C'est très intéressant, ça, du point de vue des langues et de l'écriture. Ces Turcs, ils sont musulmans. Donc, l'écriture qu'ils connaissent, quand ils savent lire, c'est l'écriture du Coran, qui est écrit dans l'alphabet arabe. Et quand ils écrivent la langue qu'ils parlent, le grec, ils l'écrivent avec l'alphabet arabe en phonétique, pas en équivalent phonétique, bien sûr très imparfait, de ce qu'ils disent en grec. L'alphabet suit la religion et la nationalité suit la religion et non pas la langue. Les Turcs, les gens identifiés comme Turcs et expulsés de Grèce, ils parlent grec. Et j'imagine que probablement un certain nombre de Grecs expulsés de Turquie étaient des gens qui parlaient le turc. Les Arméniens en Turquie parlaient le turc, pas la plupart d'entre eux. L'identification de la nation se faisait sur la base de la religion. Alors, l'échange de population décidé entre la Grèce et la Turquie au début de 1923 à Lausanne, et non pas dans le traité, est souvent cité en exemple ensuite. On va retrouver cette notion, notamment dans le cadre du conflit israélo-arabe, il aurait fallu faire un échange de population comme entre la Grèce et la Turquie. Lorsque c'est décidé par les Grecs et les Turcs, c'est très critiqué par des gens comme les Britanniques et les Français à la même époque. Parce que ça n'est pas vraiment un échange libre de population. C'est une décision de deux gouvernements d'expulsion des gens. Les gens ne leur demandent pas leur avis. Ils doivent partir. Ils sont expulsés. Et donc c'est très contestable, si vous voulez, du point de vue des droits de l'homme. Évidemment, ça a été discuté à l'époque, évidemment ça a été utile pour diminuer les possibilités de conflit à l'avenir entre la Grèce et la Turquie. Malheureusement, peut-être, ou heureusement, je ne sais pas, ça a été incomplet. C'est-à-dire que les Grecs ont insisté pour que les Grecs d'Istanbul ne soient pas expulsés. Et les Turcs ont exigé en contrepartie que les Turcs de Thrace occidentale. La Thrace occidentale, c'est la partie de la Grèce qui est limitrophe de la Turquie en Europe. La Grèce, vous regarderez sur un atlas, c'est une longue bande là, au nord de la mer Égée qui rejoint la Turquie. La Turquie et la Grèce ont une frontière commune en Europe. Et dans cette région-là, proche de la Turquie d'Europe, il y avait une population musulmane qui n'a pas été expulsée parce que les Grecs d'Istanbul n'ont pas été expulsés non plus. Et ça sera une source de conflit ensuite entre les deux pays. Mais l'échange de population quand même de 1922 a probablement contribué un peu au fait que les deux pays auront des relations assez convenables dans la période suivante. Et puis, on négocie le traité, ça a été négocié avec acharnement, puisque le traité, la conférence commence au début de l'année 1923, et le traité est signé finalement le 24 juillet 1923.
Alors, le traité donne à la Turquie un territoire qui est conforme au pacte national d'Erzurum de 1919, dont je vous parlais tout à l'heure. La Turquie a en Europe les limites qui étaient celles de l'Empire ottoman en 1900. En 1914, il y a eu de tout petits rectifications de territoire qui ont été faites avec la Bulgarie avant, etc. C'est à peu près équivalent. Et au sud, la frontière va être la frontière nord de la Syrie et de l'Irak telles qu'on les observe aujourd'hui, avec deux exceptions. Le vilayet de Mossoul, au nord de l'Irak, son sort n'est pas décidé à Lausanne. Le traité de Lausanne dit que ça sera réglé par un arbitrage de la Société des Nations qui interviendra en 1925, arbitrage qui sera principalement en faveur des Britanniques qui ont le mandat sur l'Irak à ce moment-là. Et donc la frontière nord de l'Irak avec la Turquie ne sera fixée définitivement que en 1925. Mais ça ne change pas grand-chose. Et la frontière avec la Turquie sera modifiée en 1939 par un accord entre la France et la Turquie qui donne un petit territoire dans lequel se trouve la ville d'Iskenderun, au bord de la Méditerranée. Vous regarderez ça sur un atlas, la frontière entre la Syrie et la Turquie suit à peu près un parallèle, d'est en ouest, et puis tout d'un coup, avant d'atteindre la Méditerranée, ça bifurque vers le sud, là. En 1930, la frontière nord de la Syrie sous mandat français allait en ligne droite jusqu'à la Méditerranée. La petite encoche avec la ville d'Iskenderun, qui est un territoire assez important avec beaucoup d'habitants, va être donnée par les Français à la Turquie en 1939. J'en reparlerai une seconde plus tard. Les capitulations sont abolies. Pendant toute la négociation à Lausanne, les Britanniques ont expliqué aux Turcs que laisser des étrangers venus de pays civilisés être soumis aux tribunaux d'un pays moins civilisé comme la Turquie, ça ne pouvait pas être possible et qu'il fallait que la Turquie accepte le maintien des capitulations. Ismet, qui était sourd, il était officier d'artillerie, donc il avait des problèmes d'audition, ce qui est fréquent chez les officiers d'artillerie qui avaient besoin d'un appareil auditif. Il débranchait son appareil auditif quand on lui faisait ce genre de discours, et quand le discours était fini, il rebranchait son système auditif et il répétait qu'il n'était pas question d'accepter le maintien des capitulations. La discussion sur la dette. Vous vous souvenez qu'au traité de Sèvres, toute la dette de l'Empire ottoman devait être attribuée à la minuscule Turquie, même pas vraiment indépendante, que laissait exister le traité de Sèvres. Alors le traité de Lausanne, qui laisse exister une Turquie indépendante beaucoup plus convenable, attribue à cette Turquie 40% de la dette ottomane du passé, ce qui est assez correct. Pas le 60% qui reste est attribué aux autres États qui ont été détachés de l'Empire ottoman pour une raison ou pour une autre. La commission qui règle la navigation dans les détroits, elle continue à exister, mais elle n'a plus aucun pouvoir de contrôle, de maintien de l'ordre sur les rives des détroits, et la commission est présidée par la Turquie. Dans le traité de Sèvres, l'Empire ottoman n'était même pas membre de la Commission internationale des détroits. Là, la Commission internationale, elle est présidée par la Turquie. Cette Commission internationale sera supprimée en 1936 par un nouvel accord qui définit les règles de la navigation dans les détroits, dans quelles conditions des bateaux de guerre ont le droit de passer dans un sens ou dans l'autre, des choses comme ça. Mais les accords de Montreux de 1936 qui vont dire que le pays responsable de faire appliquer les règles, c'est la Turquie. Mais c'est presque ça déjà, à partir du traité de Lausanne. Pour terminer sur le contenu du traité de Lausanne, il y a dans le traité de Lausanne un article 59 que je trouve admirable. Quand on veut faire un traité qui facilite la réconciliation entre les anciens ennemis,
Il ne faut pas faire un truc comme le traité de Sèvres. Il ne faut même pas faire un truc comme le traité de Versailles qui avait été imposé à l'Allemagne. Traité beaucoup moins scandaleux que le traité de Sèvres, hein, mais qui a duré plus longtemps, malheureusement pour les Allemands et beaucoup d'autres. L'article 59 du traité de Lausanne dit, il a 2 paragraphes. Un premier paragraphe qui dit que la Turquie a le droit à des réparations de la Grèce pour les destructions qui ont été faites sur son territoire par l'invasion de son territoire par la Grèce à partir de 1920. Les traités signés avec l'Allemagne, mais aussi avec l'Autriche, avec la Hongrie, prévoyaient que les pays vaincus devaient payer des réparations. Donc les Turcs disent, écoutez, nous aussi on a eu un territoire envahi, là, on a droit à des réparations. Donc le premier article dit que la Turquie a le droit à des réparations. Et puis il y a un deuxième paragraphe du même article, 59 du traité, vous irez voir ça, c'est pas très difficile à trouver. À la bibliothèque, le texte du traité de Lausanne, ou même sur Internet, sur Google, le deuxième paragraphe dit que, tenant compte des difficultés économiques de la Grèce, la Turquie renonce à demander des réparations. C'est-à-dire, on a reconnu qu'ils avaient le droit, ils disent qu'ils ne vont pas l'exercer. Alors, d'une certaine façon, ça a l'air d'un article vide, pas un article qui n'a aucune conséquence, mais qui est, je crois, utile pour faciliter une certaine forme de réconciliation entre les deux pays. Et effectivement, les relations entre la Grèce et la Turquie ensuite deviennent assez bonnes. Elles vont se dégrader de nouveau dans les années 50 du XXe siècle, et pour de toute autre raison. Mais l'idée qu'il y a une haine ancestrale entre les Grecs et les Turcs et qu'on n'y peut rien, cette idée, elle est complètement fausse. Hein. Si on fait un traité avec un contenu intelligent, on peut améliorer beaucoup les relations entre des anciens ennemis. Ce n'est pas l'article 59 du traité de Lausanne, évidemment, qui explique tout, mais il est symptomatique de cet état d'esprit. Alors, l'autre chose qu'il faut souligner beaucoup, hein, c'est que ce traité de Lausanne ne met pas seulement fin à la guerre gréco-turque. Beaucoup d'auteurs disent ça. Le traité de Lausanne est le traité qui met fin à la Première Guerre mondiale pour ce qui concerne la Turquie. Et donc le traité de Sèvres n'existe plus. Le traité de Lausanne abolit le traité de Sèvres et met fin à l'état de guerre, de la Première Guerre mondiale entre la Turquie et la Grande-Bretagne, la Turquie et la France, la Turquie et l'Italie, la Turquie et la Roumanie, la Turquie et la Yougoslavie, et je vous dis même la Turquie et le Japon. Bon, il y a 2 pays qui sont absents. Les États-Unis, parce qu'ils n'ont jamais déclaré la guerre à la Turquie pendant la guerre, ou à l'Empire ottoman pendant la guerre, ça aussi c'est quelque chose d'intéressant. Je vous ai déjà dit à propos de l'empire de l'Iran, qu'en Iran, au début du XXe siècle, la grande puissance la plus populaire, c'était les États-Unis. Tous les Iraniens voulaient l'aide, enfin la plupart des Iraniens voulaient l'aide des États-Unis, parce que les Russes et les Anglais étaient tellement fatigants. Je vous ai dit aussi que les gens qui, lorsqu'on a parlé d'établir des mandats au Moyen-Orient, qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont dit oui, un mandat pour la Syrie, un mandat pour l'Arménie. Il y a même eu des gens qui voulaient un mandat pour la Turquie. Toujours un mandat américain, le pays qui est considéré comme celui qui peut aider et qui n'est pas une menace. Ce sont les États-Unis. Et les États-Unis, quand ils déclarent la guerre à l'Allemagne et puis à l'Autriche-Hongrie, ils ne vont pas déclarer la guerre à l'Empire ottoman à cause des missionnaires américains qui étaient dans l'Empire ottoman, qui faisaient un travail très important d'aide aux populations qui étaient déjà dans la misère noire. Notamment, il y avait des orphelinats avec des milliers d'orphelins dont s'occupaient des missionnaires américains, avec beaucoup de médecins parmi eux, dans l'Empire ottoman. Et ils ont fait des démarches auprès du gouvernement à Washington pour que le gouvernement américain ne déclare pas la guerre à l'Empire ottoman, parce que ça les empêcherait de continuer à faire leur travail.
Et c'est un exemple assez rare, pas d'un gouvernement dans une situation de guerre qui accepte de prendre une décision importante, parce que c'est une décision négative, ne pas déclarer la guerre à l'Empire ottoman, de prendre une décision négative pour des raisons vraiment humanitaires, hein, qui peut jouer un rôle, exercer une influence sur le gouvernement américain de 1917, au moment où les États-Unis sont entrés dans la guerre. Donc les États-Unis, n'ayant pas été en guerre avec l'Empire ottoman, n'ont pas de raison de signer le traité de Lausanne. L'autre pays qui a été en guerre avec l'Empire ottoman, c'est la Russie, qui ne signe pas non plus le traité de Lausanne. Elle a signé le traité de Kars plus tôt. Et la question de la guerre entre la Turquie et la Russie, ou l'URSS plus tard, cette question, elle est réglée par ailleurs. Parmi tous les autres pays qui ont été en guerre contre l'Empire ottoman, signent le traité de Lausanne. L'autre chose qu'il faut souligner, c'est que, alors que le traité de Versailles et les autres jusqu'au traité de Sèvres ont toujours été négociés seulement entre les vainqueurs et imposés aux vaincus sans négociation, que là, on a un traité qui est négocié entre adversaires, et avec Ismet qui débranchait son appareil auditif pour renforcer sa position dans la négociation. Hein. Il a fallu négocier pied à pied pendant 6 mois avec les adversaires pour établir ce traité, qui est évidemment un traité beaucoup plus convenable que le traité de Sèvres et qui pouvait durer. La preuve, c'est qu'il est toujours en vigueur aujourd'hui. Pas tous les traités mettant fin à la Première Guerre mondiale ont disparu très vite, le traité de Versailles et puis le traité de Saint-Germain, Trianon, etc. Tout ça disparaît avant, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le traité de Sèvres, il est toujours en vigueur aujourd'hui. Quand il y a des disputes aujourd'hui entre la Grèce et la Turquie à propos des eaux territoriales autour des îles grecques en mer Égée ou des choses comme ça, tout le monde invoque tout le temps le traité de Lausanne. Le traité de Lausanne continue jusqu'à aujourd'hui à faire partie du droit international. Je pense que c'est une très bonne leçon à retenir pour l'avenir des relations internationales. De voir que dans les traités de la fin de la Première Guerre mondiale, il y a tous les traités qui ont été des erreurs, notamment parce qu'on n'a pas voulu les négocier avec les gens à qui on voulait les imposer, puis qu'il y en a un qui, lui, a été négocié sérieusement et qui, lui, a eu effectivement des effets pacificateurs. Parce que c'est un vrai traité de paix. C'est un traité qui a facilité la paix entre la Grèce et la Turquie, entre la Turquie, en fait, et beaucoup d'autres pays. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous pour la leçon numéro 8 qui va venir bientôt.